Bonsoir. Bonsoir à tout ban mauricien de Maurice, de Rodrigue, d'Agalega et tout ban mauricien qui péguettement de l'étranger. Bienvenue pour nous daily press briefing du National Communication Committee sur le COVID-19. Comment je te connais, depuis le 5 mars, nous avons gagné une résurgence du nombre de cas local à Maurice et depuis le 9 mars, nous en confinement. Sur les dernières 24 heures, nous avons gagné 18 nouveaux cas de COVID-19. Dans ces 18 nouveaux cas-là, en fait, hier, quand le ministre, Dr. Khaled Jagatpal, qui fait ce press briefing, qui finit annonce 4 cas dans ces 18-là. En fait, sur les dernières 24 heures, nous avons 18 nouveaux cas. Depuis ce matin, un test qui nous fait faire à 15 heures aujourd'hui, nous fait faire 797 tests. Et dans ces 797 tests-là, il y a 3 cas positifs. Et dans ces 3 cas positifs-là, N cas positifs, c'est dans le cluster de l'usine Créasim et 2 cas dans le cluster de Forestal. Pour résumer, donc, depuis hier, nous avons 18 nouveaux cas positifs. Dans batch test aujourd'hui, il y en a 3 dedans. En fait, dans ces 18 cas-là, 15 cas, nous avons dans un batch test de hier soir et 3 cas dans batch test d'aujourd'hui jusqu'à 3 heures. On peut expliquer ça bien parce que, comme nous faisons souvent répété, un chiffre évolué parce que nous avons un test qui est rentré, un résultat de test tous les environ 6 heures de temps. Donc, un chiffre qui évolue en fonction. Ce qui fait qu'au total, à l'heure qui m'a aujourd'hui, nous avons un total de 219 cas positifs à Maurice. 174 de ces 219 cas-là, issus de contact tracing et de COVID testing centers. Donc, sur 219 cas positifs, nous avons 174 qui nous ont gagné dans contact tracing et dans COVID testing centers. 32 cas nous ont détectés dans une quarantaine, de personnes qui nous ont mettre en quarantaine. Et 13 cas nous ont détectés dans random testing. C'est-à-dire des gens qui nous fait un random test dans une place que nous estimons qui est au risque. Donc, dans ces 13 cas positifs de random testing là, 9 c'est à Canut et 4 à Dubreuil. Je me rappelle les autres qui Canut, c'est une zone rouge qui nous fait décréter le 19 mars et c'est un endroit que nous fait interdire la circulation, l'entrée et sortie, nous fait décréter les zones rouges puisque nous commençons à gagner plusieurs cas de contamination dans ce cluster-là. Pour expliquer un petit peu plus l'état de patient, détail des contacts tracing et l'évolution de nos cas positifs, on passe la parole tout de suite au docteur Catherine Go. Merci, Dr Joumaï. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, comme à chaque fois, je vous donne des nouvelles de nos patients. Donc, les patients vont plutôt bien. Nous avions 4 patients qui avaient des difficultés respiratoires avec des lésions pulmonaires. Sur ces 4 patients, 2 patients n'ont maintenant pratiquement plus de symptômes. Et les 2 autres patients ont encore besoin d'oxygène, mais je dirais que malgré des lésions pulmonaires assez importantes, leurs conditions s'améliorent. Donc, je voudrais à cette occasion expliquer un peu comment nous faisons pour prendre en charge les patients. Donc, en fait, quand un patient est détecté positif, il va être amené vers un centre de soins par la Rapid Response Team, c'est-à-dire des gens qui sont en PPI complète, qui vont le chercher là où il est, à son domicile en général, et ils vont l'amener emmener tous les patients vers l'hôpital INT. Là, les patients qui ont plus de 65 ans et qui ont des comorbidités ou qui sont jugés par le RPHS, c'est-à-dire le médecin de santé publique, comme étant à risque pour des raisons particulières, vont rester à INT. Et ceux qui n'ont pas de facteur de risque particulier, ils vont aller faire une radio de poumon à INT parce qu'il nous arrive chez des gens en pleine santé de découvrir des lésions pulmonaires qu'il faut diagnostiquer tôt pour pouvoir mettre le traitement adéquat. Je vais vous dire dans un instant l'efficacité de ce traitement.
Et puis, on leur fait également une prise de sang dans laquelle on contrôle un certain nombre de données, et notamment tout ce qui concerne la coagulation et l'état infectieux. Donc, si ces gens-là n'ont rien de particulier à la radio de poumon, ils vont aller directement, toujours avec la même Rapid Response Team, vers un hôtel hôpital, donc un centre de soins dans un hôtel. Là-bas, ils vont être surveillés par un médecin de quarantaine qui va aller les voir tous les jours et des infirmiers également qui vont surveiller un certain nombre de paramètres dont l'état général et la fièvre. Si le patient va toujours bien, il va continuer son soin dans l'hôpital de hôtel. Et puis, ils auront un test PCR au 7e jour, puis au 10e jour. Et ensuite, on attendra qu'il y ait 2 tests PCR négatifs pour qu'ils puissent rentrer chez eux, puisqu'ils ne seront plus contaminants. Si un patient en quarantaine ne va pas bien, si le médecin de quarantaine est inquiet, le patient va être ramené à l'hôpital INT par la Rapid Response Team. Même si le médecin n'a qu'un doute, ça nécessite quand même qu'il soit vu à la fois par le spécialiste qui est à INT et qu'il ait des examens complémentaires. Donc, nos patients à INT sont tous des patients qui ont des facteurs de risque ou qui ont passé un certain âge. Ils sont donc surveillés quotidiennement par un médecin généraliste, mais aussi par un médecin spécialiste, en général des internistes, mais ça peut être des pneumologues, des infectiologues. Et donc, ces médecins vont quotidiennement vérifier l'état de santé des patients. Il y a également un anesthésiste de garde et si un patient est limite, si on pense qu'il peut avoir besoin de soins d'anesthésie, c'est-à-dire on pratique une ventilation assistée que l'on essaye d'éviter au maximum avec de nouveaux traitements qui est de l'oxygène à fort débit, eh bien l'anesthésiste va venir et il fera son travail. Donc le protocole est le même. Lorsque les PCR deviennent négatives, les patients peuvent rentrer chez eux sans problème particulier. Je tiens également à dire qu'il y a tous les soirs une réunion clinico-biologique avec des gens qui sont tous spécialistes, donc le superintendant d'INT, mais également des internistes, des pneumologues, des infectiologues, des gastro-entérologues et moi-même en tant qu'immunologiste. Et tous les patients qui posent problème sont revus quotidiennement avec donc une biologiste pour l'interprétation des tests et des tests particuliers qui ne sont pas forcément des tests liés à la Covid. Et donc tous les jours, il y a ces réunions pluridisciplinaires pour la meilleure prise en charge des patients et au bénéfice des patients. Donc, je voudrais à cette occasion dire que depuis que nous avons connu la Covid, on a considérablement amélioré le pronostic et la prise en charge dans le monde des patients qui sont infectés par la Covid. En effet, ce qui tue les patients, ce n'est pas l'infection virale qu'ils ont au cours des premiers jours, c'est la pneumopathie, c'est-à-dire la maladie des poumons qu'ils vont développer à partir de la 2e semaine. Or, on a appris que cette maladie pulmonaire était à la fois une maladie immunologique, mais aussi une maladie des vaisseaux, et notamment des tout petits capillaires, c'est-à-dire des tout petits vaisseaux qui permettent à l'oxygène de rentrer dans notre corps et au gaz carbonique d'en sortir. En effet, quand on fait des tests, enfin, des examens anatomopathologiques, c'est-à-dire des autopsies des patients qui sont décédés de la Covid, ou en tout cas lorsqu'on en faisait, on voyait qu'il y avait des lésions du poumon, mais il y avait également des lésions de ces toutes petites veines et ces tout petits artères avec des caillots qui les bouchaient. Et bien maintenant, grâce au traitement, on donne tout de suite des médicaments anticoagulants, on donne tout de suite des médicaments immunosuppresseurs comme des corticoïdes et puis d'autres médicaments. Et grâce à ça, le pronostic s'est considérablement amélioré puisque, par exemple, sur une étude à New York, mettons, on va prendre celle-là, le pronostic de quelqu'un qui rentre en ICU, qui rentre en réanimation, est passé de 58% de chances de survie à 80%. Et c'est ce qu'on observe aussi chez nos patients mauriciens, c'est-à-dire que ceux qui, lors de la première vague, avaient vraiment des scanners qui étaient très inquiétants, eh bien, on peut retrouver ces mêmes scanners chez nos patients actuels, mais on voit que l'évolution, pour l'instant, bien sûr, il y a encore des patients qui décèdent naturellement, qui font des formes graves, mais plus tôt on fait le diagnostic, plus tôt on peut mettre ce traitement et plus on améliore le pronostic.
d'où la radiographie de thorax systématique et l'examen sanguin systématique. Donc ça, c'était pour faire un petit point, pour vous expliquer en fait comment on prend les patients en charge à Maurice en ce moment. Pour le reste, je peux vous dire que l'exercice de contact tracing se poursuit avec des équipes qui sont bien rodées. Naturellement, c'est toujours un exercice difficile parce qu'on tombe sur des clusters qui sont assez importants, mais nous avons cette façon d'entourer les endroits où il y a des clusters importants. Et grâce à ça, on espère pouvoir petit à petit débarrasser Maurice du virus. C'est possible, c'est encore possible et on ne lâche rien du tout. Les équipes sont au travail tous les jours et avec une très grande amplitude horaire. Et à ce propos, j'ai deux choses à vous demander. Donc la première chose, c'est si vous avez été contact ou vous croyez avoir été contact d'une personne testée positive, rendez-vous dans un Covid Testing Center ou si vous êtes malade, appelez le 8924, signalez-vous. Comme je vous l'ai expliqué, avec le traitement, plus il est précoce, mieux c'est. Donc pour vous, ce sera quelque chose de très bénéfique. Et puis pour votre entourage, ça évitera de contaminer d'autres personnes et ça aidera le pays à redevenir Covid-safe. Donc c'est important, si vous avez été contact de quelqu'un, ou vous croyez avoir été contact de quelqu'un qui est infecté par la Covid, faites-vous dépister, ça c'est la première chose. Si vous êtes malade, signalez-vous. Ne restez pas en vous disant c'est rien, c'est la grippe, ou alors oh mon Dieu, j'ai pas envie d'aller en quarantaine, je ne veux pas me signaler. Encore une fois, c'est important pour vous, pour votre entourage et pour le pays. Et puis également, n'hésitez pas surtout à poursuivre les gestes barrières parce que le virus, il est là. On se rend bien compte naturellement que les gens ont beaucoup moins peur que la première fois. Ils sont beaucoup plus négligents sur le port du masque, surtout se sanitiser les mains. On voit presque plus de sanitizer dans les bureaux, dans les différents endroits. Donc il faut reprendre cette bonne habitude-là parce que si les gestes barrières sont parfaitement faits, encore une fois, ce n'est pas possible de se contaminer. Donc, on se contamine beaucoup dans les endroits qui sont confinés. Donc, quand on est beaucoup dans une pièce, quand la pièce n'est pas aérée, donc essayez d'éviter ces facteurs de risque-là. Gardez bien vos distances physiques. Par exemple, quand vous mangez, restez à 1,50 m, voire 2 mètres, parce que les personnes, quand elles mangent, n'ont pas de masque. Donc voilà les conseils du jour, toujours un peu les mêmes, mais aussi des encouragements sur l'amélioration du pronostic et vraiment une demande à une mobilisation de chacun qui est responsable de lui-même, mais qui est aussi responsable pour les autres. Voilà pour ce que je voulais dire ce soir. Merci, Dr. Catherine Go. Et après, ça va l'information concernant l'état de l'épidémie à Maurice actuellement. Là, nous abordons la question de la campagne de vaccination, comme vous connaissez, la campagne de vaccination finit de commencer à Maurice depuis le 26 janvier et nous campagne peut dérouler très très bien. Et je vous donne une bonne information concernant comment sa campagne peut dérouler. Donc, pour récapituler, depuis le 26 janvier jusqu'au 20 mars, donc il y a quelques jours, nous faisons vacciner 20 personnes avec le vaccin AstraZeneca Covishield. Nous faisons vacciner environ 100 000 personnes. Et comme on annonce ici même sur ce plateau, nous faisons arrêt vaccin avec le vaccin AstraZeneca Covishield depuis le 20 mars, puisque nous décidons pour garder les 100 000 doses restantes pour certaines personnes qui finissent une première dose pour faire une deuxième dose. Donc, à partir de hier, le 22 mars, nous commençons vaccin avec le vaccin Covaxin du laboratoire Bharat Biotech, le vaccin qui nous fait gagner depuis dans l'année. Et ce vaccin nous fait gagner 200 000 doses, donc qui peut permettre nous de vacciner 100 000 personnes. Alors, aujourd'hui, nos campagnes continuent. Nous faisons vacciner aujourd'hui 7 260 personnes, qui amène nous à un total de 116 027 personnes qui finissent déjà gagner une première dose de vaccin à Maurice. Donc, aujourd'hui, à la fermeture de nos centres de vaccination, nous finissons complète 116 027 personnes vaccinées. Donc, c'est un chiffre qui commence à devenir conséquent. Bien sûr, nous rappelons que l'objectif, c'est de vacciner un minimum de 750 000 personnes. Donc, bien sûr, nos campagnes, nos capacités de vaccination, on beaucoup plus que 7200 personnes par jour. Et nous pouvons déployer beaucoup plus dans la mesure qu'il nous a plus de vaccins
disponibles dans nos pays. Quelques autres nouvelles donc, concernant la vaccination. Nous finissons relever dans la presse qui n'a pas un commentaire concernant une personne qui finit décédée à l'hôpital du Nord et qui s'est vaccinée il y a quelques temps avec le vaccin AstraZeneca Covishield. Et le ministère de la Santé tenir à rassurer la population que sa personne qui finit décédée à l'hôpital SSRN, c'est une personne qui tient un antécédent de maladie cérébrale. Il a déjà un anévrisme cérébral et il finit décédé par une hémorragie cérébrale liée à cette maladie. Et donc, rien à voir avec la campagne de vaccination, rien à voir avec le vaccin. Nous pouvons dire implicitement, nous pouvons dire clairement pour qu'il ne pas penser que c'est le vaccin qui entraîne un certain nombre de décès. Récemment, pour les mêmes raisons, il y a un commentaire dans la presse qui s'est lié décès en test de l'air avec le vaccin. Donc, il y a l'autopsie. L'autopsie qui permet de mettre en évidence que le test de l'air est décédé par des causes cardiaques. Et là, aujourd'hui, ce patient qui finit décédé à l'hôpital du Nord, il est décédé de ce maladie qui existait auparavant. Nous tenir à rassurer la population qui, si il y a un problème lié au vaccin, nous communiquons, mais nous tenir aussi à faire ressortir que quand un événement, un effet indésirable ou un décès pas lié au vaccin, nous pouvons dire à la population pour qu'il justement ait une dramatisation, une situation produire que les gens ne payent pas le faire vaccin. Parce que le but du gouvernement, c'est faire en sorte que le maximum de personnes gagnent le vaccin pour qu'ils nous atteignent à l'immunité collective. Donc ça, c'est un point qui me tenir à faire. Deuxièmement, concernant une stratégie vaccinale. Donc, une stratégie vaccinale, on rappelle que depuis qu'on gagne un vaccin, et le 22 janvier, nous commençons à vacciner le 26 janvier, et bien avant ça, le Vaccination Committee du ministère de la Santé, qui travaille le National Vaccination Deployment Plan. Sa Vaccination Deployment Plan, là, il finit prévoir comment nous pouvons déployer nos vaccins. Et au départ, je vous rappelle que depuis le 26 janvier, nous pouvons vacciner les frontliners. Et qui nous appelle les frontliners, c'est les gens qui sont très exposés, les personnel du ministère de la Santé, des hôpitaux, de centres de traitement, de quarantaine. Et il y a aussi des gens qui travaillent, à l'époque, qui travaillent dans l'hôtel de quarantaine, parce que, comment je te rappelais, à cette période-là, les frontières sont encore ouvertes, il y a des vols internationaux. Donc, nous avons l'hôtel qui peut opérer comme un centre de quarantaine et que personnel, nous considérons comme un frontliners. Il y a aussi le personnel de Air Mauritius, le personnel de l'aéroport, de l'industrie du transport et du port. Donc, tout ce monde-là, nous mettons comme prioritaire pour être vaccinés et nous commençons à vacciner à partir du 26 janvier. Au début du mois de mars, nous élargissons nos indications de vaccination puisque nous gagnons une deuxième cargaison de vaccins. Donc, le 22 février, nous gagnons 100 000 vaccins de plus. Vers la fin février, nous gagnons 100 000 vaccins de plus. Et ça fait permettre nous d'élargir le groupe qui nous décide pour vacciner. Donc, à part les frontliners, dès le début du mois de mars, nous décidons pour vacciner les personnes âgées de plus de 60 ans. Et aussi, les gens qui ont une maladie associée, ce qu'on appelle une comorbidité, les gens qui ont un problème cardiaque, les diabétiques, les qui ont une hypertension artérielle. Et donc, nous décidons pour élargir ces gens-là parce que nous considérons que c'est des gens vulnérables et qui, si la maladie touche, si vous êtes infecté, vous êtes plus à risque que les gens qui, normalement, en bonne santé. Mais nous plan, c'était vacciner complètement. Nous connaissons 225 000 personnes qui ont plus de 60 ans. Et pour nous, c'est un groupe prioritaire. Pour le gouvernement, les personnes âgées, c'est un groupe prioritaire. Et nous pour bien vacciner, mais malheureusement, le 5 mars, nous finissons une résurgence. Nous commençons à gagner un nouveau cas local. Et le 9,
mars, le gouvernement fin décide pour instaurer un confinement que nous peut demander la population reste à la maison pour qu'il nous casse la chaîne de transmission du virus. Et donc, bien sûr, quand nous peut demander que reste à la maison, donc, il est incompatible avec la stratégie de vaccination de bonnes personnes âgées. C'est pour ça que nous faisons arrête vacciner bonnes personnes âgées et bonnes personnes qui ont les autres maladies pendant le lockdown, puisque nous disons que si nous pouvons dire à une personne âgée quitte le confinement, vienne dans un centre de vaccination, premièrement, nous avons besoin de membres de cette famille accompagner eux. Nous avons besoin d'exposer et cette famille pour venir dans un centre de vaccination. Nous avons besoin venir dans un centre de vaccination que nous pouvons mélanger avec les autres du monde. Donc, nous finissons considérer, le ministère de la Santé finit considérer que si nous demandons de faire ça, nous pouvons mettre à risque. Donc, le ministère de la Santé finit décider qu'il demande de rester dans la maison, respecter le confinement jusqu'à la fin du confinement. Et bien sûr, une fois que la situation sanitaire pour permettre, une fois qu'il nous juge que la situation sanitaire est sous contrôle, et là, bien sûr, nous pourrons reprendre la vaccination devant les personnes âgées et ceux qui ont les autres maladies. Donc, il faudrait que nous bien comprenions que ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas vacciner les personnes âgées pendant le confinement qu'ils ne peuvent pas considérer ça comme une priorité. C'est une très saine priorité, mais là, la priorité, c'est la sécurité sanitaire, permettre de rester à l'intérieur pour que l'épidémie pas touche. Ça, c'était concernant la vaccination de personnes âgées. Moi, il y a un dernier point pour faire concernant la vaccination. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Donc, le ministère de la Santé finit apprendre du gouvernement russe, précisément d'un organisme gouvernemental russe qui s'appelle le Russian Development Investment Fund, qui le gouvernement russe peut disposer, fournit à l'île Maurice 1,2 million, 1,250 000 doses de ce vaccin, le vaccin Sputnik. Je me rappelle que le vaccin Sputnik, c'est un vaccin qui produit par le laboratoire Gamaleya en Russie. C'est un vaccin qui finit bien diffusé dans le monde, dans beaucoup de pays d'Amérique latine, dans beaucoup de pays du Moyen-Orient et en Russie lui-même. C'est un vaccin qui finit bien diffusé et nous connaissons qu'au niveau efficacité, il est efficace à 91%. Et ce vaccin-là, nous connaissons qu'il y a un très bon vaccin qui, si nous gagnons l'île, pour permettre de nous continuer nos campagnes vaccinales de plus belles, c'est-à-dire qu'il nous pourra vacciner encore beaucoup plus. Donc, le gouvernement russe informe nous qu'il est pour de nous, il peut mettre à notre disposition 1,250 000 doses et une première cargaison de 250 000 doses, il est possible qu'il pourra rentrer Maurice dans 2 à 3 semaines. Donc, dès qu'il y en a plus de précision, nous pouvons tenir le public informé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, à côté donc, des vaccins Covishield du laboratoire AstraZeneca produit par le Serum Institute of India, à côté du vaccin Covaxin produit par le laboratoire Bharat Biotech. Et il y a quelques jours, nous disons que le gouvernement chinois a offert à l'île Maurice 100 000 doses du vaccin Sinopharm. Là, nous apprenons qu'il nous a une possibilité de gagner 1,250 000 doses, dont une première cargaison de 250 000 doses du vaccin Sputnik pour rentrer Maurice dans les 2 à 3 semaines. Comment se trouver? Le gouvernement peut faire beaucoup d'efforts pour qu'il nous gagne suffisamment de vaccins pour nous capables d'exécuter nos plans de vaccination pour qu'il nous arrive à sa immunité collective qui nous peut viser pour gagner jusqu'au mois de juin, maximum juillet de cette année. Voilà, c'était ce que je tenais pour dire. Sans plus tarder, nous vous passons à une question qui Mademoiselle Drishti Emery propose nous. Et à partir du plateforme du GIS, Mauritius Telecom et de la MBC. Merci, mademoiselle. Bonsoir à tous. Je viens de recevoir une dizaine de questions.
aujourd'hui et que les conseils un thème comme saison de la grippe, l'effet secondaire d'un vaccin et possibilité d'isolement à la maison. Nous passons à la première question. Question de Radio One. Avec le changement de saison, quelle est la position du gouvernement par rapport au vaccin contre la grippe? Est-ce qu'une personne vaccinée contre la grippe peut-elle également... je reprends. Est-ce qu'une personne vaccinée contre la COVID peut-elle également avoir recours au vaccin contre la grippe? Bon, alors je réponds. Alors absolument, c'est tout à fait prévu dans le plan vaccinal depuis le début. On savait très bien qu'on avait cette vaccination très très importante contre la grippe à réaliser. Donc on sait aussi qu'il faut laisser 14 jours entre 2 doses de vaccin. Donc soit on a le AstraZeneca avec un écartement entre 8 et 12 semaines. À ce moment-là, on fait le vaccin contre la grippe entre les 2 doses d'AstraZeneca. Et s'il s'agit des autres vaccins qui se font en général à 28 jours ou 4 semaines de différence, eh bien, on fera le vaccin anti-grippe soit avant, 14 jours avant, soit 14 jours après. Et donc, ça ne va poser aucun problème pour la vaccination antigrippale, qui est également très importante, car je rappelle que particulièrement chez les sujets vulnérables, les sujets âgés, les sujets qui ont des comorbidités, un peu comme pour la Covid, la grippe, c'est un risque mortel. Idem d'ailleurs pour les femmes enceintes. Il est très important que les femmes enceintes se vaccinent contre la grippe. Donc pas de problème, c'est prévu dans notre plan. Question de l'Express. Est-ce que la campagne de vaccination est toujours réservée exclusivement aux détenteurs de VAC? En fait, en ce moment, nous avons toujours des vaccins frontliners et nous avons toujours des vaccins un certain nombre de personnes vulnérables. Et bien sûr, nous pouvons vacciner aussi les personnes qui n'ont pas. Donc, tous nos centres de vaccination ouverts et nos différents programmes peuvent rouler en parallèle. Question d'Express. Peut-on savoir combien de ressortissants étrangers sont actuellement soignés contre le coronavirus COVID-19 dans le pays actuellement? Pouvez-vous donner les noms des pays d'où viennent ces étrangers? Sincèrement, je ne peux pas donner les noms des pays de façon exacte, mais je peux vous dire qu'il y a 3 personnes originaires de Russie et qu'il y a quelques personnes originaires d'Afrique et du continent asiatique qui sont des personnes qui sont encore entrées en tant que passagers et qui sont encore au Recreation Center de Belmar ou à INT. Mais ce nombre, évidemment, s'amenuise avec le temps. Question de Sunday Times. Quand recevra-t-on les 100 000 doses de vaccins Sinovac offerts par la Chine? Seront-ils utilisés sans qu'ils ne soient encore approuvés par l'OMS, tout comme le Covaxin? Oui, en fait, nous, comme on fait que nous pouvons gagner 100 000 doses de vaccins Sinopharm du gouvernement chinois et donc le ministère de la Santé peut faire un arrangement à travers le ministre des Affaires étrangères pour organiser pour récupérer ce vaccin-là. Et bien sûr, dès que le vaccin pour venir à Maurice, nous pouvons déployer dans un délai qui nous pouvons servir le vaccin-là dès qu'il nous sommes capables de déployer. Question de Défi Média. Lors de la PNQ d'aujourd'hui, le ministre de la Santé indique qu'il prévoit que 62% de la population pourrait être vaccinée d'ici août. Cela veut dire que l'ouverture des frontières n'interviendra pas avant août ou septembre. Donc, en fait, il ne faudrait pas nous lier tout, même si nous connaissons qu'il y a une relation, mais nous devons dire que l'objectif primaire de la vaccination, c'est la sécurité sanitaire de nos compatriotes, de nos pays, de nos citoyens. Une sécurité sanitaire, est basée sur le fait que nous pouvons vacciner et nous pouvons gagner une immunité collective pour qu'ils ne pas gagnent une nouvelle résurgence de l'épidémie. À partir de là, quand nous arrivons à l'objectif-là, bien sûr, nous avons une réflexion qui peut entamer comment nous concilier le monde du voyage, le monde du tourisme avec sa nouvelle donne une fois que nous gagnons l'immunité collective. Pour bien sûr, une décision qui peut bien prendre.
prenons une réflexion, pour revoir un protocole, mais au fur et à mesure que nous avançons dans ce débat-là, et bien sûr, nous communiquons avec la population, le gouvernement, le Premier ministre, le gouvernement communique avec la population chaque fois qu'il y a un développement qui peut intervenir. Question d'Express. Est-il possible de s'assurer que les gens qui quittent la zone rouge pour se rendre dans les hôpitaux régionaux aient au préalable consulté un médecin du dispensaire et que soit seul ce dernier qui donne le feu vert pour un soin dans un des hôpitaux régionaux? Donc, en fait, nous connaissons qui nous mettons un système en place dans zone rouge pour limiter la circulation. Limite la circulation, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des gens en dehors rentrent à l'intérieur pour rien, et il ne faudrait pas qu'il y ait des gens à l'intérieur sautent en dehors pour rien. À ce stade, bien sûr, nous pouvons faire un appel à tous les gens qui ont des symptômes, vous êtes besoin de le consulter. Mais d'un autre côté, il ne faudrait pas qu'il ça ne coûte là, nous disons tout le monde qui besoin quitte la zone, vous êtes besoin de faire une demande de soins pour aller vers un dispensaire, testing centers, etc. Donc, nous mettons une pression supplémentaire qui est quasiment inutile de ce centre-là. Donc, une stratégie claire pour les gens qui holders WAP, qui sont sortis des zones concernées et qui rentrent dans les zones concernées, je besoin très vigilant, respecter les mesures barrières, mettre de masque, garder le social distancing, sanitize le plus possible. Quand je peux, un petit peu en déo, peut rentrer en zone rouge, des besoins connus qui peut rentrer dans une zone à risque. Et il peut mettre lui-même à risque, il est capable de mettre sa famille à risque, donc il besoin prendre toutes précautions. C'est ça le meilleur moyen pour qu'il y ait des gens les conscientiser et qu'il n'est pas infecté et il n'est pas prendre l'infection, il amène en déo. Question de Radio Plus. Est-ce qu'il y a un cas d'effets secondaires sévères avec l'AstraZeneca Covishield? Combien de cas si c'est le cas? Donc, en fait, pareil comme tout vaccin, quand nous faisons tout un vaccin, il y a un effet indésirable. Effet indésirable, il varie entre les petits symptômes. Donc, il est capable d'avoir une rache, il est capable d'avoir la fièvre, courbature, douleur musculaire, douleur articulaire, et parfois un certain nombre de symptômes digestifs. Dans nos cas précis, après une centaine de milliers de vaccins que nous faisons, nous connaissons un département de pharmacovigilance, puisque nous suivons tous les gens qui font gagner un vaccin. Nous devons téléphoner 89 24 si vous avez un effet indésirable. Et bien sûr, sur place, une fois que nous faisons le vaccin, nous monitorons les gens pendant 30 minutes. Et là, dans les 100 000 personnes qui nous vaccinent, nous notons environ 600 personnes qui font un rapport d'un petit événement. Je fais un rapport d'un petit événement allant de certains symptômes qui me font dire là, de la forme mineure, mais nous faisons un cas de une personne qui fait un malaise et qui nécessite traitement et qui reste à l'hôpital pendant la nuit dans place que tu vacciné là. Il reste la nuit, mais heureusement, le lendemain matin, il finit pour bien et nous estimons que la personne développe une forme d'allergie à ce vaccin-là. Et c'est un effet indésirable qui nous habitués à rapporter. Heureusement, la prise en charge suivre selon le protocole établi et la personne hors de danger. Nous passons à une dernière question que nous finissons de recevoir la plateforme BCF Maurice. Nous faisons autre rappel que c'est une collaboration de la MBC, Mauritius Telecom et du Government Information Service. Question de la MBC. Les centres de quarantaine sont-ils débordés en ce moment? Est-ce que l'auto-isolement à la maison est recommandé aux personnes identifiées par le traçage? Oui, alors non, les centres de quarantaine ne sont pas débordés. C'est sûr que nous avons beaucoup de personnes en quarantaine, mais c'est tout à fait organisé. Il n'y a aucun débordement. Et puis au fur et à mesure, eh bien, les gens vont sortir de quarantaine. C'est déjà le cas pour plusieurs centaines de personnes qui sont déjà sorties et d'autres sans doute vont les remplacer. Parce que, comme vous le savez, on fait un contact tracing qui est très, très élargi, de façon à essayer de ne laisser personne, dans la mesure du possible, dans la communauté.
Donc, ces centres de quarantaine ne sont pas débordés. Et quelle était la deuxième partie de la question? Il y en avait une deuxième? Est-ce que l'auto-isolement à la maison est Ah oui. recommandé? Alors non, l'auto-isolement à la maison n'est pas recommandé. Nous sommes très clairs là-dessus. Il est nécessaire que toutes les personnes qui sont des personnes contacts, des close contacts, des personnes vraiment qui vivent au domicile ou des personnes qui sont dans la même classe, dans le même établissement scolaire, sur lequel les gens du contact tracing, selon des normes qui sont des normes internationales et selon les données de l'interrogatoire, c'est un peu comme la médecine, il y a les cas généraux et puis il y a des cas individuels. Donc on sait que les gens qui vivent dans le domicile, par exemple, tout proche, eh bien ceux-là, bien sûr, ils doivent aller en quarantaine. Mais après, il y a toutes sortes d'autres personnes en fonction de ce que la personne positive a fait de ces 14 derniers jours que nous devons mettre en quarantaine. Donc c'est le seul système qui permet de façon certaine de faire en sorte que les gens ne contaminent personne. L'isolement, c'est finalement une mesure barrière un peu la plus importante des mesures barrières qui permet en fait de faire en sorte que le virus ne puisse passer d'un individu à un autre individu, puisque je rappelle, ce virus ne peut pas vivre en dehors de quelques heures sur les surfaces dans le corps humain, et 99% des transmissions se font donc de l'humain à l'humain, et après c'est par des contacts différents. Donc oui, nous avons absolument besoin de ce système. D'ailleurs, c'est ce système qui a permis, lors de la première épidémie, je n'appellerai pas une vague parce que c'était quand même modeste, de faire en sorte que Maurice devienne Covid safe. Et l'efficacité de ces mesures a été en grande partie liée à l'efficacité du contact tracing et aux quarantaines, de façon qu'il n'y ait pas une personne qui ne respecte pas son auto-isolement, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont très bien le respecter, qui vont faire très attention, et puis d'autres qui ne vont pas faire attention, qui vont pouvoir aller dans la communauté. Et ce risque-là, on ne veut pas le prendre. Et nous avons l'expérience de notre première épidémie où cette solution a parfaitement marché. Merci, Dr. Go, et merci à toute la population qui peut être moi. Je remercie pour votre attention pour sa daily press briefing du National Communication Committee sur le COVID-19. Au revoir.